La fête de la Ligue du Midi version 2025 nous aura permis de faire venir entre Provence et Languedoc notre ami Louis Fernandez, président du groupe Novellum, qui a abordé le thème des traditions, comment les recréer, comment les transformer dans la vie de la société d'aujourd'hui. Nous le remercions vivement d'être venu avec son groupe de jeunes pour mettre beaucoup d'animation autour de son stand. Merci Louis. Donc je vais essayer d'être à la hauteur des personnes qui m'ont précédé, bien que je n'ai pas forcément les mêmes capacités oratoires. Je vais commencer rapidement juste par me présenter un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Louis Fernandez, je suis le chef de Novellum Carcassonne, un groupe militant enraciné sur Carcassonne depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant, on va sur 4 ans. Donc notre militantisme couvre pas mal d'aspects, on est sur l'événementiel, on a à peu près 6 ou 7 événements par an. On a un journal trimestriel, on fait du militantisme de base, donc collage, tractage, la colloque bannière, action, coup de poing, etc. Et donc je viens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet ancien mais qui n'a jamais été autant d'actualité. Retrouver nos traditions et les adapter à notre époque, pourquoi et comment faire. Donc excusez-moi, je vais lire un peu parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Donc je vais axer ce petit temps de parole, je vais le diviser en plusieurs points. Donc tout d'abord, quelles sont nos traditions, d'où viennent-elles, pourquoi faut-il les conserver et comment s'y prendre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une tradition? Donc le petit Robert nous dit, première définition, une doctrine pratique transmise de siècle en siècle, originellement à la parole ou l'exemple. Deuxièmement, ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération, tradition orale. Troisième définition, manière de penser, de faire, d'agir, qui est un héritage du passé. Selon moi, je ne tiens pas la vérité ultime, mais je vais vous donner selon moi quelle est ma définition de la tradition. Alors souvent, selon moi, on fait très souvent l'erreur de voir les traditions comme un socle figé, hérité du passé et immobile. Elles sont bien arrivées de quelque part, ces traditions. Alors elles sont d'un côté un héritage culturel lointain qui nous connecte avec nos ancêtres les plus éloignés, mais c'est aussi notre devoir d'en créer de nouvelles. Les traditions qu'on fait aujourd'hui ont bien été créées à un moment donné par quelqu'un. Et il faut aussi savoir les adapter. Les adapter, celles que nous connaissons, que nous célébrons aujourd'hui, les adapter aux réalités du monde dans lequel nous vivons, au risque de les voir mourir. Donc, qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire, quand je dis qu'il faut adapter nos traditions, je ne dis pas faire des concessions. Je ne dis pas qu'on doit arrêter d'emmener des taureaux dans les férias pour ne pas froisser les sentiments des écolos qui parsèment nos vies. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que, pour vous donner un exemple, vous ne ferez pas un tue cochon aujourd'hui avec quelqu'un qui a passé toute sa vie à manger des plats préparés. C'est pas possible. Il faut quand même des connaissances, il faut savoir utiliser un couteau déjà, il faut savoir connaître l'anatomie d'un animal, il faut savoir cuisiner, il faut savoir faire tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas à avoir accès à ce savoir et à ce genre d'événements, bien au contraire. C'est complètement contre-productif de rejeter l'un des nôtres, car l'époque moderne ne lui a pas apporté les connaissances nécessaires pour vivre pleinement son identité. Il faut au contraire être compréhensif, accueillant et pédagogue. Sans ça, nos traditions seront muséifiées et tomberont dans un folklore réservé à quelques puristes nostalgiques. Nos traditions sont et doivent rester populaires et non devenir la propriété d'une pseudo-élite. Cela serait dénaturer le sens même d'une tradition. Et ça s'est vérifié dans de nombreuses traditions qui sont mortes aujourd'hui ou en voie de mourir, parce que, justement, certains détenteurs de ces traditions n'ont pas su s'adapter à l'époque moderne et sont restés dans leur vision, j'allais dire étriquée, mais c'est même pas étriqué en fait, c'est une espèce de manque d'humilité et une espèce de, comment dire, un manque de partage en fait, qui font que seuls eux détiennent la vérité et tous les autres en fait qui arrivent et qui ne connaissent pas sont que des couillons qui ne méritent pas de découvrir ça.
Et ça, je trouve ça totalement dommage. Et même les gens de notre peuple qui, même a priori, ne sont pas d'accord avec nos idées politiques, sont quand même les gens de notre peuple et méritent de découvrir quel est leur héritage et par cet héritage, peut-être, rejoindre nos idées. Donc, on va regarder ensemble quelques-unes de nos traditions. Donc, vous vous doutez bien que je ne vais pas énumérer toutes les traditions qu'il y a dans le coin, parce que sinon, je pense qu'il va falloir louer des chambres. J'ai choisi 5 traditions par thèmes différents. Donc je vais commencer par les traditions. Déjà, juste avant de commencer les traditions, j'aimerais savoir à main levée qui dans la salle vient d'un pays d'Oc. Donc de la Grande Occitanie, je parlais de la Provence. Ok, impeccable, donc il y a quand même pas mal de monde. Donc je vais commencer avec une tradition culinaire que je pense que vous connaissez tous ici. Si vous ne le connaissez pas, il y a quand même un sacré problème. C'est le cassoulet. Bon alors moi je suis de Carcassonne, comme je vous l'ai dit, donc enfin, je suis né à Mazamet et j'habite depuis quelques années à Carcassonne, donc on reste un peu dans la même région. Donc là-bas, le cassoulet, c'est quand même relativement connu. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous lire la légende du cassoulet. Le cassoulet serait né à Castelnaudary pendant la guerre de 100 Ans. On raconte que les habitants assiégés par les Anglais et affamés auraient réuni dans un grand chaudron tous les vivres disponibles pour confectionner un gigantesque ragoût. Quant à son nom, ils le doivent à la cassole. Donc c'est le petit plat en terre cuite dans lequel on sert le cassoulet. Alors, il y a 3 cassoulets différents, celui de Toulouse, de Castelnaudary et de Carcassonne. Celui de Carcassonne et de Castelnaudary sont à peu près les mêmes. Une des seules différences notables qu'on peut y voir, c'est qu'à Carcassonne, on y rajoute de la perdrix rouge souvent, qui était un mets de chasse quand même assez réputé à l'époque. À Toulouse, alors moi je ne sais pas s'il y a des Toulousains dans la salle, je ne vais pas vous offenser, mais vous êtes un peu bizarre, mais mettez de la carotte et de la sauce tomate dans le cassoulet, ça vous regarde. Donc, à noter, je vous raconte ça pour que vous notez quelque chose. Donc, le cassoulet est quelque chose de très traditionnel chez nous, enfin, je veux dire même c'est comme dans le monde en fait. Le cassoulet est fait avec des fèves qui poussent chez nous, avec de la viande qu'on a l'habitude de retrouver chez nous, dans des plats en terre cuite qui sont faits chez nous parce que notre terre permet de les faire, et un savoir-faire voilà, qui vient de chez nous. Gardez ça en tête. Ensuite, je vais passer à une autre tradition, donc les férias. Alors nous, personnellement, avec Novellum Carcassonne, en association avec Academia Cristana, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association catholique traditionnelle qui a quand même pas mal évolué au cours des dernières années en France. Novellum organise pour eux des férias chaque année, c'est la 2e ou 3e année qu'on en fait, en Ariège, pour permettre justement aux gens de redécouvrir les traditions taurines et qu'est-ce que vraiment une feria. Alors, d'où vient la feria? Ben déjà, ça vient du castillan foire. C'était à l'origine donc une fête taurine. Donc je vous parle dans sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. On remontera plus avant. Donc c'était dans les cadres des foires commerciales et agricoles, principalement en Espagne et dans le sud de la France, mais il y en a aussi au Portugal et même en Amérique latine. Il y a de très vieilles corridas qui ont été, des traces de corridas qui ont été, de jetons qui ont été retrouvés en Amérique du Sud, qui remontent, je crois, même jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle. C'est très ancien. Alors, cette célébration marque initialement le temps donc, des saisons agricoles et la fin des récoltes. Ça, vous remarquerez que c'est quelque chose qui est commun à énormément de nos traditions, en fait, qui sont rythmées par les saisons de l'année. C'est d'ailleurs pour ça que l'on peut retrouver aujourd'hui donc, la feria du riz à Arles ou encore la feria des vendanges à Nîmes. Bayonne reste la ville avec la plus ancienne histoire taurine en France qui remonte à 1852. Puis quelques années plus tard, ont eu lieu d'abord à Périgueux dans les arènes inaugurées le 2 avril 1860, une série de corridas qui ont connu un grand succès au point que l'impresario originaire de Cadiz, Don Pablo Messa, se rendit ensuite avec son matériel et son personnel à Béziers, puis à Toulouse, puis à Carcassonne. Donc là, on parle à peu près de 1 siècle et demi d'histoire. À l'échelle de notre civilisation, c'est que dalle. Vous êtes d'accord avec moi? À Carcassonne, c'est, si je ne me trompe pas, ça 34 ans. Histoire de tradition taurine qui se sont perdues. Comme quoi, on y reviendra plus tard, mais vous voyez dans cette espèce de distinction que j'ai voulu faire au début, la tradition n'est pas figée. Elle peut venir du temps très lointain, comme elle peut venir d'une époque plus rapprochée, voire même émerger de l'époque moderne. Et les traditions taurines, donc, sont pourtant inspirées aussi de traditions bien plus anciennes.
pour les férias, par exemple, on peut les faire remonter même jusqu'à des célébrations qui ont eu même avant notre époque, avant le message du Christ, des célébrations qui étaient faites pour le culte de Mitra. Donc, qu'est-ce que ça traduit la feria si on essaie de le transposer à nos valeurs civilisationnelles? C'est une volonté d'un affrontement noble entre l'homme et la force animale. C'est le dépassement de soi, la grandeur, l'héroïsme, et tout ça qui se mêle dans des codes les plus raffinés, qui lui donnent tout cet aspect artistique, comme la gestuelle très codifiée ou encore l'habit de lumière, qu'on pourrait même lui aussi, très certainement, mettre en parallèle avec nos cultes solaires les plus anciens. Donc vous voyez que quand même, les traditions font partie toutes de ce bouillon qui de temps en temps en fait émerger une, fait mourir d'autres, et puis d'autres émergent. Mais on se retrouve toujours, toutes les traditions d'un pays, d'un territoire géographique, on retrouve quand même toujours des codes similaires. Une autre dimension aussi millénaire qui s'ajoute aux férias, c'est le côté catholique. C'est quasiment les trois quarts du temps qu'on voit les toreros se signer avant de rentrer dans l'arène, ou passer dans les chapelles qui sont prévues dans les arènes pour prier avant d'affronter le taureau. Voilà, il y a une dimension totalement catholique dans les férias. Donc, c'est quelque chose qui remonte à très loin. Aujourd'hui, les férias perdent tout leur sens au fur et à mesure que les taureaux sont mis de côté. Plus de foires, plus de taureaux, reste seulement la buvette. Une tradition qui perd son essence se meurt. Donc je vous invite, je fais un peu de pub, on a un petit stand derrière, on voit notre trimestriel Lucamine. Alors il n'est pas dans celui-là parce que ça c'est le dernier, mais dans le numéro 3, il y a un article que j'ai écrit sur la tradition taurine à Carcassonne, si vous voulez un petit peu développer le sujet. Mais pour revenir grossièrement là-dessus, à Carcassonne, je ne vois plus du tout en quoi les férias peuvent s'appeler encore férias. C'est une orgie d'alcool, sans aucun sens, sans aucun but, où en fait on peut picoler du whisky et de la bière jusqu'à se vomir dessus en écoutant du Joule et en mangeant des tapas. Excusez-moi, vous me passerez la vulgarité, mais pour moi ça n'a rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec des férias et encore moins avec une tradition. Je ne vois pas en quoi on pourrait qualifier ça de tradition. Donc, notez aussi que dans la feria, on retrouve des marqueurs territoriaux. Donc, cette espèce d'esprit d'héroïsme, de vertu, de beauté très propre au peuple européen, ce combat du taureau, le catholicisme, ces anecdotes telles que la vie de lumière qu'on peut faire remonter à notre tradition romaine. Il y a beaucoup de choses qui viennent de chez nous. Je vous parlais d'autre chose maintenant, une tradition artistique, un instrument de musique qui s'appelle la boudègue ou la crabo. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ici? Personne ne connaît ça. Alors, je voulais l'amener parce que je commence à prendre des cours et je suis parti tôt à la messe ce matin, on était un peu à la bourre avec ma femme et du coup je l'ai oublié. Donc je ne pouvais pas vous la montrer, je suis désolé. La boudègue, c'est le nom qu'on lui donne dans l'Aude. La crabo, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la montagne noire et le monde à la côte. Donc moi c'est de là que je viens, c'est là que je suis né, à Mazamet exactement. Donc c'est très peu connu, et pourtant c'est la cornemuse traditionnelle du Haut-Languedoc, qui a énormément rayonné pendant le Moyen-Âge. Alors elle est faite de buis, de roseaux et d'une chèvre entière qu'on en vide par le cou ou les pattes. Donc, niveau technicité, autant vous dire que c'est du gros travail. Parce que pour vider le chèvre, les os, les entrailles, tout ça, par le cou ou les pattes sans percer la peau, c'est très compliqué. Donc une petite anecdote, parce que c'est très important aussi ça de le savoir. On a tendance à dire que les cornemuses sont d'Écosse, d'Irlande, tout ça, c'est totalement faux. Les cornemuses viennent des bords de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que la peau de chèvre était utilisée à l'époque. La peau de chèvre, c'est comme la peau du chien. Les chèvres, elles ne transpirent pas par les bords de leur peau, comme les chiens. Ce qui fait que leur peau est très étanche et ne laisse pas passer l'air. Et on s'en servait pour transporter le vin. Donc on pense que la boudègue vient très certainement de la culture pastorale. Donc on peut très bien imaginer que un berger, après avoir vidé son outre de vin tout seul dans la montagne, qui était un peu enivré par la boisson, et qui avait perdu un peu son souffle, s'est dit, ben,
Je vais accrocher mon outre de vin à ma flûte et comme ça m'invitera de souffler. C'est possible. Alors, et quand même on le fait remonter, les premières traces qu'on a. Alors, on sait que c'était la cornemuse et qu'elle venait du Languedoc. Est-ce que c'est exactement la même qu'aujourd'hui? Bon, je ne peux pas vous le dire, mais on le fait remonter quand même au 11e, 12e siècle. Vous voyez, c'est quand même très ancien. Et c'était très répandu. Et pendant longtemps aussi, ça a été un instrument qui a eu, entre guillemets, mauvaise réputation. À savoir que on jouait de la bouteille quand on était jeune, d'accord. Et lorsqu'on se mariait, on l'a brûlé. Parce que c'était un instrument, comme l'accordéon, qui a repris d'ailleurs la suite des cornemuses. C'est un instrument qui est fait pour les fêtes, en fait, parce que le son ne s'arrête jamais, en fait. Donc c'est fait pour que les gens dansent. Et donc, comme c'était vu comme un instrument rattaché à la frivolité, l'ivresse, tout ça, quand on se mariait, on brûlait sa bouteille. C'est vraiment dommage quand on voit la complexité de l'instrument. Pour vous parler notamment de la complexité de l'instrument, sachez que les gens se sont... à partir de 1914, on avait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il me semble, 200 Bundesliga dans la région. Et à partir de 14, alors je sais, très probablement la guerre a fait son travail, comme dans beaucoup d'aspects de notre nation. Le savoir s'est perdu, il y a eu de moins en moins, voire presque plus de joueurs de boudègue. Et dans les années 70, des associations se sont remises à essayer de fabriquer l'instrument. Alors ils avaient des photos d'archives, tout ça, ils ont essayé de refaire l'instrument, mais ça ne sonnait pas du tout comme ça devait sonner. Et ils ont retrouvé une boudègue, alors je ne sais plus si c'était dans un musée ou s'ils ont retrouvé ça, enfin, je ne sais pas, mais ils ont réussi à retrouver une boudègue qui datait d'un temps. Et un ingénieur d'aéronautique qui travaillait chez Airbus l'a prise et l'a fait passer dans des machines, des rayons laser. Et ils ont découvert qu'en fait, c'était fait avec une succession de perçages coniques, mais d'une précision vraiment déroutante. Donc, pour vous dire, déjà au XIe siècle, on avait des techniques de façon de faire qui étaient vraiment impressionnantes. Donc, je ne vais pas passer longtemps sur la bouteille, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais c'est encore une tradition liée à la terre, donc par ces matériaux, donc la chèvre. Parce qu'il faut savoir que c'est constitué donc, de roseaux, donc ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout chez nous, du buis qui est un bois qu'on trouve chez nous et qui est un bois aussi sacré dans les anciennes traditions. Donc, et aussi avec un attachement spirituel dans notre spiritualité lointaine qui est le catholicisme aussi, par Luna d'Alet. Je vous reparlerai du Luna d'Alet plus tard. Donc c'est un instrument en apparence très archaïque, mais très beau et très profond dans la pure tradition artistique de beauté et de pureté qui a pu animer notre pays d'Oc. Ai-je besoin de vous rappeler que nous sommes les descendants des troubadours, que nous avons inventé l'amour courtois, qu'on se délectait de notre Languedoc jusque dans les cours anglaises, et que Dante lui-même voulait écrire sa divine comédie en Languedoc. Quelque chose de très souvent oublié. Je vous invite très fortement à écouter de la boudeille si vous n'en avez jamais écouté. La première fois que j'en ai écouté, moi qui ne suis pas musicien, qui n'ai pas l'âme d'artiste, je me suis dit, je suis obligé d'apprendre à jouer de cet instrument. Alors, je vais vous parler aussi d'une autre tradition, même si c'est peut-être plus un savoir-faire, vous prendrez comme vous voulez, mais je vais vous parler donc de la période, très brièvement, de la période du délénage à Mazamet, donc la ville où je suis né. Donc, tous vos Mazamétais qui se respectent, si vous en avez déjà croisé un dans votre vie, vous dira qu'il vient de la capitale mondiale du délénage. C'est à peu près la seule chose qui s'est passée chez nous, hein, et il ne risque pas de s'en passer d'autres dans les prochaines années. Donc, Mazamet, dans les années 40-50, il y avait, je crois, la troisième banque de France, si je ne me trompe pas, sur place. C'était une industrie extrêmement florissante. Du fait que notre eau de la rivière qui coulait au milieu de notre ville, donc l'Arnette, avait des propriétés particulières qui faisaient que, pour le traitement de la peau de mouton, et bien, en fait, on arrivait à en tirer une qualité qui était bien meilleure que partout ailleurs. Donc, en fait, souvent on dit, même à Mazamet, on était une des seules villes de France à avoir des patrons de gauche et des ouvriers de droite. C'est vrai, c'est vrai. Et la ville était extrêmement bien régie, on avait la ville qui était coupée en deux entre les protestants et les catholiques, et les trois classes, riches, moyennes et pauvres, chacune avait leurs églises.
Et les ouvriers avaient tous de quoi s'acheter une voiture neuve, un appartement, et même leur patron, il y avait ce côté très paternaliste, excusez-moi, des années 40-50 qu'on pouvait percevoir parfois en France, où les patrons prêtaient attention à chacun de leurs employés. Et si un employé faisait des dépenses bêtes, comme par exemple s'acheter une voiture de sport alors que sa femme venait de tomber enceinte, ben le patron lui disait tu ramènes ta voiture. Tu ramènes ta voiture et tu vas plutôt mettre cet argent dans un appartement et je vais t'aider à faire un crédit avec un taux plus léger. On est vraiment sur le socialisme intelligent. Donc voilà, je vais couper la parenthèse là-dessus parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'en parler pendant 10 ans, mais c'est surtout pour vous dire, voilà, encore une tradition, un savoir-faire qui est axé sur ce que nous possédons dans nos régions. Donc là, en l'occurrence, la peau de mouton et l'eau de l'Ardennes. Tradition religieuse et spirituelle. Luna d'Alet, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le Nadalet, c'est quoi? Le Nadalet, ça vient donc du mot Nadal, qui veut dire Noël en occitan. Donc Nadalet, le petit Noël. Alors c'est une tradition qui remonte environ, grosso modo, au XVIe siècle, où le carillonneur faisait sonner les cloches donc, de manière rythmique durant toute la semaine qui précédait Noël. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas partout. Ou alors c'est automatisé. Aujourd'hui, vraiment, la Nadalet, c'est la messe une semaine avant Noël. Messe dite en occitan ou en français en occitan. Je crois avoir lu qu'à l'époque, les dialogues étaient faits avec des anges qui parlaient en français et donc des personnes qui recevaient la parole des anges qui parlaient en occitan. Et dans ces messes, on peut très souvent entendre de la mondaie. Alors, vraiment, je vous l'ai dit, je vous le répète, cette année, que vous soyez catholique ou pas, c'est pas grave. Allez dans une église voir le Nadalet. Parce que vous allez voir ce que c'est la beauté de toute notre identité concentrée dans un moment musical et spirituel. C'est vraiment d'une beauté. Enfin, moi, je suis catholique traditionnaliste depuis 2 ans. Je sais que c'est pas quelque chose qui est très apprécié par l'église traditionnelle d'ajouter ce genre d'instrument et surtout d'ajouter du patois dans les églises, ça c'est vraiment le but. Mais force est de constater, et je me dois de le dire, pour moi le Nadalet c'est la plus belle messe de l'année. Et je me régale à chaque fois que j'y vais, donc vraiment je vous encourage fortement à y aller. Donc là pareil, on a une tradition locale, puisque l'occitan, puisque la moudègue, rattachée à notre christianisme. Alors, toutes ces traditions dont je viens de parler, et il y en a plein d'autres, les fêtes votives par chez vous, enfin il y en a des milliers. On ne va pas toutes les énumérer. D'où est-ce qu'elles viennent? Les réponses de ce bateau, elles viennent de chez nous. Et c'est bien le plus important. Elles ne sauraient venir d'ailleurs. Elles sont la meilleure expression de ce que nous sommes, notre identité, notre façon d'être, notre climat, notre espace géographique, nos joies et nos douleurs. Toutes ces données se sont additionnées à de multiples reprises dans l'esprit du peuple constituant nos patries charnelles pour faire naître ces représentations immatérielles de ce que nous sommes. C'est d'ailleurs bien ce qui échappe à la gauche très présente dans les milieux de la tradition régionale. Ils pensent que n'importe qui peut être n'importe quoi. Le fait est que si le Midi était composé à majorité musulmane au cours du Moyen-Âge, nous n'aurions pas les traditions que nous avons aujourd'hui. Moi, souvent, l'autre jour, non, c'était quand même un beau moment, c'était il y a 6 ou 8 mois, je vendais au Camine sur le marché à Carcassonne, et il y a un arabe de gauche, là, de les filles, un maghrébin, qui vient me voir, tel un chevalier ardent, et qui se plante devant moi tout fier comme ça, il me dit « Mais moi, je suis occitan ». Je lui dis « Ben oui, t'as raison, moi je suis kabyle ». Enfin, quel est l'intérêt, en fait? Moi, je pense qu'il est ni souhaitable, ni possible, en fait, que les gens s'attribuent des traditions, des cultures qui ne sont pas les leurs, en fait. Et puis ça, c'est totalement le non-sens de la gauche et de la République. C'est d'être à la fois tolérant et ouvert à l'autre, et en même temps, de dire à l'autre, assimile-toi à ma culture, ce qui sous-entend que ma culture est meilleure que la tienne, en fait. Donc, on est dans un dialogue, mais enfin, ces gens-là ne sont pas à la première contradiction, et il faut prier pour eux. Voilà. Donc voilà, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de s'attribuer des traditions qui ne sont pas reliées à notre héritage culturel, ethnique, c'est le mot poli pour dire racial. Partie 3. Pourquoi faut-il les conserver? Alors, pourquoi il faut les conserver? Il est primordial de les conserver, sans quoi nous perdrions ce que nous sommes. Les traditions sont le fil qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains,
et que nous devons aussi lancer loin devant nous pour que les générations futures puissent s'en saisir. Perdre nos traditions, ça serait perdre aussi des savoir-faire. À notre époque où tout devient régi par la loi du confort et où petit à petit on ne sait plus rien faire, il est essentiel de promouvoir et d'apprendre ces compétences que nous ont léguées nos aïeux. À l'heure de la mondialisation, nos traditions sont notre spécificité, elles sont ce qui font de nous des individus et non seulement des consommateurs. Se reconnecter avec nos traditions, c'est être dans le réel. C'est refuser l'uniformisation de l'homme des aéroports, c'est exister. Donc vous me direz c'est bien beau, et on fait comment? Ok, comment on fait? Alors pour les conserver, il n'y a rien de plus simple. Parce qu'en fait, tout est déjà fait, tout est déjà en place. Le problème, c'est juste qu'il n'y a pas les bonnes personnes dedans. Les bonnes personnes, elles sont assises ici. Vos traditions n'attendent que vous, et en cela, nous pouvons grandement remercier les milieux de gauche, n'en déplaise à certains. Il faut savoir reconnaître la vérité. Sans eux, énormément de traditions locales seraient mortes. Moi, j'en parle. Je me remets donc à prendre la boudègue. La boudègue serait morte sans lignée de gauche, ça n'existerait plus. On n'aurait aucun recensement de la tradition musicale dans nos villages, on ne saurait plus faire les instruments, on ne saurait plus rien faire. Je vous le dis clairement. Mon prof, il est de gauche, peut-être, il a 20 ans et il passe ses journées dans l'atelier d'un vieux communiste de Toulouse qui lui apprend à faire les instruments. Moi, à ce stade-là, si c'est des politiques, j'en ai rien à foutre. En fait, ce qu'il fait, c'est faire exactement ce que nous on demande de faire, mais c'est juste qu'il n'en a pas conscience. Alors, donc, énormément de traditions donc serait mort sans eux, et comme la nature a horreur du vide, ils ont pris la place que nous, patriotes, n'avons su prendre. Il faut se mettre devant ses responsabilités. Contre toute logique, étant donné que le terrain de la tradition nous revient de droit. Parce que ça aussi, c'est un non-sens. On abandonne les terrains et on les laisse à des gens qui sont contre, alors que c'est nous qui sommes censés la défendre. Et la droite française, accrochée à la République comme un punk à chaîne à sa 8-6, a délaissé les régions pour tourner son regard vers la capitale, Paris et son jacobinisme centralisateur. Elle a par cette manœuvre grandement contribué à l'agenda mondialiste et elle continue de le faire aujourd'hui. Événements, associations, écoles, tout est déjà mis en place. Plein de gauche, vous me direz, certes, et ils arrangent l'histoire à leur dessein, c'est certain, mais c'est à nous d'aller reprendre la place. Critiquer dans son coin des gens qui construisent, c'est une mentalité de... Ça vous parle de ça? Critiquer des gens qui sont en train de construire, c'est qui fait ça? C'est qui fait ça? Les antis, ceux qui sont contre tout. C'est une mentalité d'antifasciste, ça. C'est une mentalité d'antifasciste. Je ne pense pas qu'il y ait des antifascistes, c'est ça. Une de leurs forces, c'est justement qu'ils ont su moderniser nos traditions. Alors attention, les rendre accessibles à tous malgré le discours ambiant qui nous en éloigne. Moderniser sans perdre l'essence. C'est ce dont je vous parlais avant. Le souci de la gauche, c'est que l'essence, ils s'en foutent. Voire même, ils haïssent ça, parlez-en à Sandrine Rousseau. C'est donc à nous de rentrer dans ces associations, dans ces écoles, de participer à l'organisation de ces événements, d'y prendre une place importante, de devenir indispensable et d'imposer ce retour à l'essence, à l'identité. Tout seul, c'est pas évident, vous allez me dire, effectivement. Et c'est pourquoi cela devait être le sujet, ça devait être de base le sujet de la conférence que j'allais vous délivrer aujourd'hui. Je devais venir aujourd'hui pour vous parler de l'importance du communautarisme dans le militantisme contemporain. Mais les deux sujets sont totalement liés. Parce que nos traditions sont vouées à mourir ou à être tellement falsifiées qu'en fait elles n'auront plus rien à voir avec leur essence, si elles ne sont pas tenues et soutenues par des communautés engagées et enracinées. Il est primordial de recréer des communautés solides, soudées, engagées. Par engagées, je ne veux pas dire faire un repas annuel en parlant de comment c'était bien la France avant, de commencer une honte, toutes ces racailles dans les rues au gouvernement, et de finir avec un cri chevaleresque avant le rendez-vous du mois prochain, que je comprenne bien. Vous ne pouvez pas espérer la grandeur sans de grands sacrifices. Nous devons tous nous montrer dignes du futur que nous voulons pour notre pays et ses petites patries. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas en allant mettre un énième bulletin dans l'urne que vous projetterez votre idéal sur la belle terre de France.
Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ce cirque recommence tous les 5 ans, inlassablement, et à chaque fois, on se dit, ah ben là, cette fois, c'est la bonne. Ah là, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ouais, mais on voit, ouais. On voit que c'est de pire en pire, et que de mandat en mandat, la situation se dégrade, et qu'ils sont de plus en plus mauvais et de plus en plus pourris là-haut. Mes amis, mes camarades, je vous le dis, c'est en faisant beaucoup de sacrifices, pour des choses qui vous semblent parfois anodines. C'est vous donner énormément de mal dans des choses qui ne vous feront sûrement jamais connaître. C'est continuer toujours et toujours, sans aucun remerciement et sous les injures. C'est en étant débordant d'humilité, de résilience et entouré de gens sains, confiants et radicalement engagés que nous gagnerons en renversant la tendance par le bas. Par le bas. Nous ne le verrons peut-être pas dans notre vivant, mais ce n'est pas grave, c'est un projet sur des dizaines d'années, un idéal qui dépasse de loin notre personne et qui vaut tous les sacrifices. Il y a un type de militantisme pour chaque âge, mais chacun à sa place. Noyotons les associations, les écoles, les mairies, les événements culturels, cessons d'être des marginaux groupusculaires, réapprenons notre langue, Macarel, faisons notre franc-maçonnerie nationaliste, et ainsi le soleil brillera à nouveau sur nos pays d'oc. Merci.